Alors merci d'être là. Voilà alors je suis un peu confuse parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais je pense que vous nous direz merci après parce que c'est quand même un grand monsieur qu'on reçoit aujourd'hui et je suis vraiment déçue qu'il y ait si peu de gens, mais c'est du privé donc là c'est un gros cadeau qu'on vous fait que de rencontrer et de pouvoir écouter solo pendant 1h30. Donc Sophie, merci infiniment encore, parce que tout ça c'est grâce à Sophie Bramley, voilà, et merci pour votre temps, parce que c'est précieux de venir nous voir jusqu'à Roubaix. Alors on va repartir dans le temps. Ah bah voilà, arrivage. Bonjour. Alors, on va commencer au moment où tu as 15 ans. Ouais. T'habites à Antony avec ta mère et ta sœur. Et tes sœurs, pardon. Tu t'apprêtes à redoubler et à préparer ensuite un BTS. Non, alors c'est même pas à redoubler parce que j'ai déjà redoublé. Ah, t'as déjà redoublé. J'ai déjà toi. redoublé ou doublé ma troisième. Non, qu'est-ce que je dis? Là, j'ai déjà été orienté et je suis en fait en BEP de comptabilité. Voilà, comme tes parents. Oui, ils étaient dans le côté administratif. Oui. Et heureusement pour toi, tu es avalé devant ton poste de télé. Ouais. Tu regardes une émission de musique qui parle de toutes sortes de musique. Mm-hmm. Et tout d'un coup, tu découvres le hip-hop. La révélation. Ouais, je suis en train de regarder en fait l'émission de Alain Manval, un précurseur de la culture punk en France, qui s'intéresse à une nouvelle culture qui débarque en France et en Europe, qui s'appelle le hip-hop, mais il n'en sait pas grand-chose. Et il y a des acteurs de cette culture qui sont là et qui viennent faire un spectacle en France, à Paris. Et en fait, c'est le résumé de ce spectacle que moi je regarde à la télé. Voilà. Qui te fout une claque magistrale. De fou, quoi. C'est simple, c'est des danses, de la musique. Alors, à mon époque, on était quand même beaucoup dans la funk, tout ce genre de trucs-là. Et c'est une musique qui est dérivée de la funk, mais je comprends pas trop. Et puis surtout, il y a un mec qui parle tout le temps, quoi. Comme ça sur le beat, genre, je suis là, genre, oh lolo. C'est bizarre, lui. Et il y a des mecs qui dansent. Et Manval essaie de nous expliquer que c'est la nouvelle danse. C'est le truc vraiment le plus... branché. Et comme moi, je suis à fond dans tout ce qui est américain, en tout cas, quand j'étais jeune, j'étais petit, c'était vraiment... tout ce qui venait d'Amérique, c'était... Et on dit, ça, c'est la nouvelle danse. Je fais, vas-y, fais voir. Et là, je vois un truc, je regarde, je vois les mecs faire des trucs que... Je peux même pas dire que je comprends pas. Pour moi, ils sont ridicules. Ah bon? Ben ouais. Je vois des mecs qui sont là, qui sont par terre. Alors, et quand je dis qu'ils sont par terre, c'est l'idée que je m'en étais faite. Je me dis, pourquoi est-ce qu'ils courent par terre? Parce que quand on court, on se met debout et on court. Là, je vois le mec, il est par terre et puis il court en rond sur lui-même. Qu'est-ce qu'il fait, quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Puis à un moment, il se met sur la tête. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Et puis, il tourne. Alors là, c'est d'un coup, là, au début, je rigolais. Un peu genre, les bouffons, qu'est-ce qu'ils font? Se traîner par terre. Et 10 secondes après, je suis tétanisé, quoi. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il a tourné sur la tête. Moi, j'étais dans Fame encore,
où tu vois, tu danses, tu fais du modern jazz, tu fais des... Et là, je vois un mec qui se jette par terre, qui fait des trucs bizarres et qui tout d'un coup tourne sur la tête. Ah là, tout d'un coup, ça m'intéresse. Je me dis oui, là, il y a un truc qui se passe, qui m'échappe. Ça doit être ça le futur. Ben ouais, parce que c'est tellement inconnu pour moi que ça peut être que un truc qui vient. Puis c'est l'Amérique. Et l'Amérique, moi, quand j'étais jeune, c'était tout ce qu'il y avait de plus élaboré, quoi. Voilà. Voilà comment ça commence. Et donc, à ce moment-là, tes potes à Antony, ils sont plutôt occupés à prendre ou à dealer de la dope et à braquer ou autre. Donc, tu vas seul à Paris, et on est quelques mois plus tard, au cinéma, voir un film qui s'appelle Flashdance en boucle. Alors, cette première fois où je vois ce truc-là à la télé, ça me met un... J'essaie de comprendre, je comprends pas trop, et ainsi de suite. Et puis, c'était les débuts, on va dire, des clips vidéo aussi. Et des fast-food. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas... C'était le début du fast-food, quoi. Aujourd'hui, il y a des McDo partout, des trucs comme ça. Mais à cette époque-là, il n'y avait rien du tout. Et quand je dis rien du tout, à Paris, il y avait Non, il n'y avait pas encore McDonald's. Je crois qu'il y avait Burger King. Et il y avait une chaîne française qui avait pompé les trucs en mode fast-food qui s'appelait Free Time. Ah oui, je me souviens, aux Champs-Élysées. Il y en avait au Champ, il y en avait dans les halles. Bon, et en fait, pour attirer la clientèle et ainsi de suite, ils avaient mis une télé. Et dans la télé, il y avait des clips vidéo qui passaient en boucle. Et bien sûr, ça jouait les derniers morceaux sortis aux États-Unis qui faisaient des tubes. Et dans ces tubes-là, il y a un morceau qui était le morceau de Malcolm McLaren où on voyait des gens danser et ainsi de suite. Et c'est à la même époque où tout de suite après Fame, il y a eu comment on appelle ça, le film Flashdance qui est sorti. Voilà. Non, c'était d'abord Fame. Et puis après, il y a eu Flashdance. Ouais, parce que Fame, il y a eu le film, après il y a eu la série. Ouais. Et donc, en regardant les extraits de films, des fois, et ainsi de suite, je vois que dans ce film-là, il y a un petit moment où il y a de cette nouvelle danse-là que j'ai vue. Et donc, direct, on a pris d'assaut le cinéma, puisque c'était comme ça que ça se passait. Avant, il y avait des séances permanentes, chose qui n'existe plus, je crois, maintenant. Je sais pas comment ça C'est marche. des séances. Le cinéma permanent, c'est-à-dire que tu payais ta place et tu pouvais rentrer dans le cinéma n'importe comment et ressortir n'importe comment. Quoique une fois, quoi. Hein, c'est pas tu rentres et... De toute façon, tu rentrais par la porte de derrière, non ? Bah déjà, voilà. Donc nous, on payait pas le cinéma et on allait s'installer et on passait l'après-midi à regarder le film. À attendre ce moment dans le film où on voyait ça. Ouais. Et tu vas à Montparnasse, et à Montparnasse, en fait, tu découvres assez rapidement qu'il y a d'autres gosses comme toi qui s'entraînent. Il y a des miroirs, j'ai pas compris où. Alors, quand on est face à la tour Montparnasse, la grande esplanade, voilà, et qu'on a la tour en face de soi, là où, bon, toi tu sais, il y avait les bureaux de TF1 qui se trouvaient là sur la... Et bien, juste avant de rentrer, là, il y avait une entrée qui permettait de rentrer dans l'immeuble de ce côté-là. Juste là, c'est que des miroirs. C'était que des miroirs. Et donc, vous vous entraîniez là tous les jours comme des maboules. Tous les jours, en tout cas, dès qu'on venait là. Et il se passe combien de temps entre le moment où tu commences à t'entraîner et celui où tu te retrouves à la télévision tous les dimanches à midi à être un des 3 Paris City Breakers à côté de Sydney dans l'émission HIP HOP? Ben voilà, il y a des gens qui connaissent. Je dirais un peu moins d'1 an. C'est très rapide. Ouais. Dans ces eaux-là, 1 an, je dirais. Ouais. Et en 1 an, c'est extrêmement rapide. Et donc là, à ce moment-là, tu es déjà un des meilleurs danseurs, peut-être le meilleur. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Tu es très modeste. Non.
C'est que je suis quand même conscient de là où on en était dans le truc et je suis devenu un des meilleurs quelques temps après. En fait, je suis devenu un des leaders un peu avant que l'émission ne s'arrête pour nous. C'est-à-dire, avant que je parte à New York à l'été 84, là, ça y est, j'étais rentré dans un autre domaine, dans le microcosme, où effectivement, moi, je m'entraînais, j'étais un acharné. Je m'entraînais tout le temps, tous les jours. Je dormais breakdance, je me levais breakdance. Ouais, c'était ça, mais je faisais que ça, quoi. Comme j'avais fait la même chose avec le foot ou que j'avais fait la même chose avec l'athlétisme ou avec le judo, ça veut dire que je me mettais dans un truc et je faisais que ça. Et là, en un an, j'ai commencé par apprendre à faire la marche arrière, tu vois, le moonwalk, qui s'appelait pas le moonwalk d'ailleurs à l'époque. Et puis de là après, je me suis remémoré les gars que j'avais vus tourner sur la tête et je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Et puis après on voyait des trucs dans les clips vidéo. On allait dans les fast-food en fait pour regarder ce qui se passait dans les clips vidéo puisqu'il n'y avait pas de vidéo de VHS ou de cassette vidéo. C'est venu, je dirais peut-être même pas un an après que l'avènement du, comment on appelle ça, du magnétoscope. Et donc voilà, c'est comme ça que ça démarre. Alors, à ce moment-là, il faut, pour ceux qui n'ont pas connu cette époque, quand l'émission est arrivée, ça a été un raz-de-marée de malade mental. Il n'y avait jamais eu un noir à la télévision et tout d'un coup, il y avait une émission à l'heure du déjeuner, le dimanche, sur TF1, avec que des noirs et qu'une culture de rue qui était inconnue au bataillon. Et du jour au lendemain, à l'inverse des États-Unis, c'est devenu le truc à la mode, y compris auprès des marques de mode. Et donc toi, tu t'es retrouvé non seulement à habiter toujours à Antony chez ta mère et à être star à la télé, mais tu es aussi devenu mannequin, tu défilais comme des garçons, tu as fait une campagne Benetton, tu t'es retrouvé dans le monde entier en 4x3. Comment elle suivait ta tête à ce moment-là? Bah alors déjà, ça a pris son temps avant d'arriver à ce que tu viens de citer, mais on est passé de, effectivement, le truc où on danse devant un miroir sur une esplanade, à on se retrouve avec d'autres à s'exhiber un petit peu partout dans Paris, que ce soit dans les Halles ou sur les Champs-Élysées ou au Trocadéro et ainsi de suite. Puis après vient la télé où on est recruté pour faire jury du défi qu'il y a dans l'émission et ainsi de suite. Alors déjà ça, on va dire que ça met à peu près un an avant d'arriver là. Et puis une fois qu'on est arrivé à cet endroit-là, ça ouvre d'autres portes. Le fait que je me retrouve par exemple à faire des photos pour des campagnes Benetton et ainsi de suite, ça a encore mis un petit peu de temps. Ça a mis à peu près encore un an. Et dès, je dirais, 1985, effectivement, je fais une première campagne pour Benetton, United Colors of Benetton, et je me retrouve en fait, le truc qui était marrant quand on connaît un peu Paris, c'est que un des grands centres à Paris, c'était la Défense. Et à la Défense, il y avait un panneau publicitaire qui prenait, je dirais, tout l'intérieur de l'échangeur du RER. Et en fait, j'arrive à la Défense et je vois ma photo sur, je sais pas moi, 40-50 mètres de large et sur, je sais pas moi, 7-8 mètres de haut. Alors, et ouais, au début, je crois que on comprend pas trop. Moi, je comprends pas trop. C'est pas. Je me dis bon, et je m'arrête pas là-dessus. Donc déjà, je pense que je détourne un peu le regard de ce qui se passe. Mais par contre, tout le monde me le.
Ouais, ah, t'as vu l'image, ah, t'as vu l'affiche, ah, je t'ai vu à tel endroit, ah, je t'ai... Donc effectivement, il y a un truc de statut qui change, c'est que je finis par me rendre compte que je suis en train de faire quelque chose qui impacte les autres, puisque moi, je me reconnais, mais surtout, je me rends compte que maintenant, c'est tout le monde me reconnaît. Elle est là, la différence. C'est que avant, j'étais un peu inconnu dans la masse, et tout d'un coup, je deviens quelqu'un. Mais ce quelqu'un-là, je ne sais pas trop encore qui c'est. Et d'ailleurs, à tel point que tout le monde te courtise, mais toi, tu n'as qu'une idée en tête, c'est de prendre tes clics et tes claques, et tu pars à New York. Alors déjà, le premier été, il y a l'émission hip-hop qui commence en janvier 1984. Au mois de juillet 1984, avec ce que j'ai gagné au travers de cette émission et puis des différentes sollicitations, parce qu'il faut quand même se rappeler, en 1984, un gosse comme moi de 16-17 ans, t'as pas d'argent. Mais quand je dis t'as pas d'argent, t'as vraiment pas d'argent. Moi, je viens quand même d'une culture où j'ai commencé par faire les poches dans le métro, ce genre de choses-là. Et comme je disais dans le taxi en venant à ma camarade, c'est que moi, j'étais klepto, quoi. Moi, si tu m'invites chez toi, tu sais pas avec quoi je vais repartir ou... Et si t'as le malheur de laisser des trucs... Bon, enfin voilà, je me sers. et donc, de faire de la télé, des galas par-ci par-là, enfin tout ça pour dire que je commence un peu à gagner ma vie, et déjà à mieux gagner ma vie que ma mère. Et un jour, il y a une amie à nous qui était productrice de l'émission de télé dans laquelle on était, qui me dit « Ah je vais à New York. » « Ah, tu veux pas venir ?» Mais moi, ça m'avait même pas effleuré l'esprit, quoi. C'était un bon... Et je me dis « Ouais, pourquoi pas ?» Et en 10 minutes, je décide que je vais partir à New York. Et donc, j'appelle des gens qu'on avait rencontrés, qui étaient venus à Paris pour un film, et ainsi de suite. Et je me trouve un hébergement, et ainsi de suite. Et voilà, en 1 heure, le truc, il est réglé. J'ai mon billet d'avion, j'ai passé quelques coups de fil. Je vais aller récupérer mon billet d'avion. J'arrive, je paye mon billet en cash, et ainsi de suite. Voilà, et je pars à New York. Donc, j'ai 17 ans. Et donc, je pars à New York. Je sais pas trop le pourquoi du comment ni un, mais je pars. Et donc, je découvre ce qu'il y a dans ma télé, en fait, pour moi. Je pars dans un autre pays. J'ai déjà été en Afrique, j'ai quand même visité quelques pays en Europe, et ainsi de suite. Donc, le voyage, ça me fait pas peur. Et surtout, on va dire, j'avais quand même des notions de baroudeur, puisque j'étais scout. Je faisais des trucs de scout. Donc le camping, l'aventure, tous ces trucs-là, c'est pas des trucs qui me font peur. Je sais dormir dehors, par terre. Un petit camping dans le Bronx. Et je me dis, de toute façon, aux États-Unis, en Amérique, en tout cas, ça peut pas être pire que ce que j'ai vécu ou vu en Afrique. Donc je me dis, c'est bon, ça va le faire. Et en plus, j'ai de l'argent dans ma poche, donc ça va. Et donc je pars et je me retrouve dans le film. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est-à-dire que quand j'arrive à l'aéroport et que je sors de l'avion et que je vais dans tous ces trucs-là, j'ai 17 ans et je suis dans le film. Je ne sais pas si vous avez connu cette série Starsky et Hutch. J'étais dans Starsky et Hutch, quoi. Mais en vrai, quoi. J'entendais les sirènes passer et les trucs. Je me disais, waouh, c'est comme dans le... Mais c'est en vrai, je peux le toucher. Voilà. Ça, c'est les quelques premiers jours et je suis vraiment porté par un truc. Et puis après, avec le temps, je suis rentré vraiment dans la réalité de ce que sont les États-Unis, quoi. Déjà, moi, le truc qui m'a beaucoup marqué, c'était que tous les Noirs que je voyais là, il y a un truc qui était ancré dans ma tête, c'est que c'est des descendants d'esclaves. Moi qui suis d'origine africaine, je connais mes grands-parents,
on peut me conter l'histoire de mes arrière-grands-parents je vois ma filiation et ma filiation reste une filiation d'homme libre. Moi, j'ai grandi, je suis né à la fin des années 60. Ce qui a marqué les gens et qui a marqué la société, c'est par exemple l'assassinat de Martin Luther King, l'assassinat de Malcolm X, et c'est un film comme Racine qui raconte l'histoire d'un Africain jusqu'au moment où il devient esclave. Moi, j'ai grandi avec ça. J'ai regardé Racine à la télé et j'ai vu Kunta Kinte à la télé, à qui on a coupé le pied pour qu'il arrête de vouloir s'évader de l'esclavage dans lequel il était. Moi, c'est ça. Donc, quand j'arrive dans ce pays-là, et je me dis, tous les Noirs que je vois là, c'est des gens qui sont issus de l'esclavage et qui sont issus de ça. Donc, moi, déjà, je me dis, je suis pas comme eux. 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 Mais j'arrête pas de me le répéter, quoi. Et puis, il y a un truc aussi qui est de l'ordre et qui m'a beaucoup fait sourire, mais en même temps qui m'attristait un petit peu, c'est que les Américains, c'est des ignares. Mais quand je dis des ignares, moi j'étais dans le Bronx et les gens me demandaient comment est-ce que j'étais venu. Alors je dis, j'ai pris l'avion. Et le gars me dit, ah ouais, mais là d'où tu viens, on peut y aller en train? Et là, je suis égaré. Moi, j'ai 17 ans. Hein. Donc, je suis égaré. Je me dis, comment ça? À l'école, on t'a pas appris voilà, il y a la mer, Et puis, c'est un autre continent. Moi, je viens déjà d'un continent, mais là d'où je suis originaire, c'est encore autre chose. Ah bon? Donc, moi, je suis pris par tous ces trucs-là, mais en même temps, je garde toujours à l'esprit qu'ils sont supposés être la pointe dans la musique, dans la danse, dans l'habillement. On copiait tout des Américains, mettre des casquettes, s'habiller comme ceci, parler comme cela, faire des démarches. Aussi, un truc qu'on copiait beaucoup en tant que Français en France, c'était les handshakes. Comment on se serre la main. Mais alors, aujourd'hui, on fait ça super simple comme ça. Mais dans les années 80, il y avait tout un truc où il fallait se... Ouais, voilà. C'était comme les gens qu'on voyait dans les films. Ils se serraient la main et c'était tout un truc pour se serrer la main. Un clac, 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 tac, tac, tac. Donc, voilà. Et tout d'un coup, on est au milieu de tout ça. Voilà. Moi, c'est ça qui m'a... Enfin, on n'est pas que au milieu de tout ça, parce qu'on est aussi au milieu de tout ce qui compte dans le hip-hop. Et tu rencontres les Rocksteady Crew qui étaient quand même tes idoles, tu rencontres absolument tout le monde, mais tu rencontres aussi un Français qui était breakdancer, enfin qui essayait de danser en tout cas. Ah oui, qui? Oh. Qui a fini par abandonner, il est devenu acteur. Alors, ça aussi, c'est une anecdote assez incroyable. C'est qu'un jour, je suis dans un club, et d'ailleurs, j'étais avec toi ce jour-là. Pizza à Gogo, ouais, à New York. En fait, il y a une fête qui est organisée pour le changement de nom d'un groupe. Ça, c'est Sophie qui me l'a rappelé il n'y a pas très longtemps. Mais les Fat Boys. Je me rappelle être dans cette fête et puis, à un moment, il y a quelqu'un qui apparaît comme ça, de nulle part, et qui vient et qui me parle en français. Ça faisait peut-être, je sais pas moi, 4-5 jours que j'étais à New York, ou peut-être plus, je sais plus, mais c'est pas très longtemps que je suis là. Et il y a quelqu'un qui arrive et qui me fait « Oh, je te connais, toi !» Mais je me retourne, je le regarde, je fais « Ouais. » Il fait « Ouais, je t'ai vu à la télé. » Je fais « Ah ouais, cool. » Et en fait, il va s'avérer, quelques mois plus tard, à Paris, dans une boîte branchée et ainsi de suite, je revois la même personne qui vient et qui me fait « Ah, tu te rappelles de moi? C'est moi qui suis venu te voir à New York et tout, dans le club. » Et puis je regarde, genre, je vois pas trop. Et je me remémore, je fais « Ah ouais, c'est toi, hein ?»
Et le truc de fou, en fait, je vous dirai son nom après, je vais d'abord vous raconter tout le truc, comment ça s'est passé. Donc, cette personne, je le retrouve à Paris, puis on se parle. On est quand même dans une boîte très sélecte à Paris. Moi, j'arrive à rentrer là parce que je passe à la télé et ainsi de suite, mais lui, il est là aussi comme moi. Donc, je suis un peu étonné. Hein. Puis, on finit par devenir copains. Et puis, un jour, je me retrouve vraiment en galère. Mais quand je dis en galère... Ta mère te fout dehors. Déjà, ma mère me fout dehors. Je suis hébergé par un ami commun qu'on a, Jean Touitou, pour ne pas le nommer. Et puis Jean, il va pas me garder chez lui indéfiniment et ainsi de suite. Puis les mois ont passé et je revois ce gars-là. Et puis on traîne ensemble. Et puis il me dit, écoute, si tu veux, je vais demander à mon père si tu peux dormir à la maison. Je fais, oh, c'est cool et tout, parce qu'on se fréquentait de plus en plus. Et en fait, ce monsieur, parce qu'on peut l'appeler, c'est un monsieur, c'est Vincent Cassel. Quand même. C'est... Oui. Alors, et de ce jour-là, en fait, depuis en fait New York, on a commencé à se fréquenter, jusqu'au moment où effectivement il m'a hébergé. Que son père lui a permis que je puisse rester avec lui et ainsi de suite. Et de fil en aiguille, après, si on déroule l'histoire vraiment, c'est le grand frère de Squat avec qui j'ai monté Assassin, le groupe de rap. Donc, vraiment, tout ça, c'est vraiment des choses qui découlent du hip-hop et de mon histoire dans cette culture, quoi, en fait. Ben oui, mais une fois que tu es chez eux et que la danse cesse d'être sur ton horizon, vous commencez à réfléchir, à rapper. Au début, tous les trois, puis Rocking Squat et toi. Mais dis donc, vous en savez des choses, ma petite dame. Certainement. Ben ouais. À un moment... Non mais parce qu'il faut rappeler un truc, c'est qu'à cette époque-là, personne n'a peur de rien. Comme c'est pas un business, le hip-hop, t'essayes le graffiti, t'essayes la danse, t'essayes le rap, ça n'a aucune importance. En Amérique comme ici d'ailleurs, hein, c'était la même chose des deux côtés. C'est un truc, comme on se disait tout à l'heure dans le taxi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la survie avec cette culture. On est pris par une passion... dévorante et débordante, mais cette passion, pourquoi est-ce qu'elle est dévorante et débordante? C'est que en fait, pour beaucoup, c'est un exutoire ou c'est une issue. Et moi, je parle souvent de la culture hip-hop comme la petite lumière au bout du tunnel. Quand on est dans un tunnel et que vraiment on est là, on se dit putain, ça fait longtemps que je marche là, ce serait bien qu'il y ait une sortie, quoi. Et puis, il y a un moment où on aperçoit une petite lumière au loin, là, et on se dit, bon, il doit bien y avoir un truc là-bas. Donc, je vais marcher par là-bas. Le hip-hop, c'est le truc là-bas au bout, là. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas où ça amène. Mais on se dit, c'est une petite lumière, il doit y avoir quelque chose. On y va. Puis, une fois qu'on arrive et qu'on se rend compte que c'est pas une lumière, ni juste un oasis, mais c'est un parc d'attractions, alors là, carrément, c'est la teuf. Et quand je dis c'est la teuf, c'est-à-dire que t'arrives devant un truc, tu dis putain, il y a la grande roue, oh putain, il y a des autotamponneuses, oh putain, il y a une piscine. Oh. Et voilà, le hip-hop, c'était ça, quoi. C'était d'un coup, c'est la teuf. Oh, je peux faire du graffiti. Oh, ah, moi j'aime bien faire le sauvage. Eh ben, tu sais quoi? Tu peux danser. Ah, moi j'aime bien faire le beau. Eh ben, tu peux bien t'habiller. En fait, tout était possible. Faire de la poésie, faire du... Enfin, voilà. Quand vous commencez à rapper, en France, les maisons de disques ne veulent pas du tout entendre parler de ça. Il y a à peu près personne sur vinyle ou il y a déjà Destroyman et Johnny Go? Non, ça a pris du temps. Vraiment que le rap commence à être pris au sérieux. On va dire que moi, ce qui me caractérise, c'est que j'ai toujours fait partie de ceux qui ont tout mis en œuvre pour crédibiliser les différents pans, on va dire.
Quand c'était le truc de la danse, je faisais partie quand même des meilleurs danseurs et ainsi de suite. Quand on a commencé à tous vouloir se mettre à faire de la poésie sur de la musique et produire de la musique, j'ai fait partie de ceux qui s'y sont intéressés de manière le plus profond. Et on a essayé de challenger ceux qui étaient déjà en place. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu une forme d'attention sur tout cela. C'est ça, moi, en fait, qui me caractérise. C'est toujours de me positionner un petit peu comme fer de lance. Voilà. Mais sinon, au début, personne s'y intéressait. On nous prenait un peu pour des hurluberlus, pour parler bien français. Et puis voilà. Mais nous, on y croyait, nous. Il y a ceux qui disent, il y a ceux qui croient. Ouais, nous, on y croyait. On y croyait super fort. Non, mais tout ça pour dire qu'on nous a jamais pris au sérieux et qu'on faisait ça avec des bouts de ficelle et des. Mais c'était comme tout, quoi. Dans la danse, au début, il faut pas oublier qu'on dansait sur des cartons, quoi. Hein, et qu'on était capable de se mettre devant la boulangerie ou devant le marchand de chaussures, pourvu qu'il y ait des gens qui passent par là. Donc, on s'en foutait, quoi. On voulait juste être vivant et sentir qu'on allait vers quelque chose. On savait pas quoi. Hein. Enfin, tu savais pas quoi, mais tu montes quand même Assassin, vous tournez, vous finissez par faire un titre, La Formule Secrète, qui se retrouve sur la première compilation de rap français. Tout décolle, et à ce moment-là, toi tu dis, j'ai un truc à faire, je me casse à New York, je vais faire une école d'ingénieur du son. Ouais. Alors maintenant, avec le recul, je peux dire qu'il y a une forme de... Je peux pas parler de la peur du succès tout de suite, mais je pense que c'est plutôt une tendance au contrôle et de vraiment tout vouloir maîtriser. Et quand on commence à faire de la musique, la première chose, nous, qu'on a dû apprendre, c'était à maîtriser un peu notre art. Et je me suis, moi, très vite rendu compte qu'on maîtrisait rien du tout. Et qu'on faisait tout à la va comme je te pousse, quoi. Et que malheureusement, la va comme je te pousse fait que les gens, ils t'exploitent ou qu'ils te font faire ce que t'as pas envie de faire. Et s'il y a bien un truc qui nous caractérisait, c'est que nous, on était têtus. Mais vraiment tous les gens que vous connaissez, que vous voyez de cette époque-là, qui ont permis à cette culture de se développer, que ce soit Joey Star, moi, Squat, Akhenaton de IAM, Dynasty, toute cette génération-là, Cut Killer, tous ces gens-là, nous avons fait en sorte que le hip-hop soit respecté en tant que culture parce qu'on s'est entêté. On s'est entêté. Tout le monde nous disait que de toutes les manières, il n'y avait rien d'attiré de notre truc, que nous, on était juste bons à faire quelques petites publicités et qu'on n'était qu'une vague et que ça allait passer. Mais nous, on les regardait tous et on leur disait, tu sais quoi ? Tu vas voir. Tu sais quoi ? Tu vas voir. Et je pense que ça les faisait beaucoup sourire. C'était un peu, je vais voir. Et aujourd'hui, moi, ma grande phrase que je dis en anglais, c'est hip-hop wins again. Ça veut dire le hip-hop gagne encore. Parce qu'aujourd'hui, 40 ans plus tard, on est toujours là. Et en fait, c'est parce qu'on s'est entêté. On s'est entêté. On avait la tête dure. Pendant que tu es en train de faire ton école d'ingé son à New York et que Assassin gagne une petite notoriété, pardon. Vous êtes deux Français à New York. Je ne sais même pas si vous connaissez à l'époque. Qui ? Lucien et toi. Oui, mais c'est un peu après. Mais d'accord. Ouais. Mais vous vous retrouvez tous les deux, je crois, à rapper sur un disque contre l'apartheid avec tout le beau monde de New York. Ça aussi, c'est un truc de fou quand même. C'est les connexions, quoi, le réseau et le fait d'être toujours là où on t'attend pas, quoi. Mais des fois, c'est pas juste de dire là où les autres ne t'attendent pas. Des fois, tu es là où tu t'attends pas toi-même. C'est surtout ça. Et tu fais, ça me tombe dessus parce que je suis là. Mais pourquoi est-ce que je suis là ? Je sais pas. Et c'était un peu ça. Là, c'est une histoire de coup de fil entre tout le réseau autour de Bambaataa, Jazzy J, Red Alert,
c'est Jazzy J qui produit le beat et ainsi de suite, et qui, je sais pas par quel biais, Bambata se démerde à faire en sorte que quelqu'un m'appelle pour me dire ça t'intéresserait pas de venir faire un petit bout de rap sur un morceau bah, pourquoi pas? Tu vois, j'y vais, et puis ils m'expliquent, ils me disent oui, alors c'est un truc qu'on va faire avec des rappeurs un petit peu de partout, mais contre l'apartheid. Je dis ouais, l'apartheid, ouais, ça me parle, parce que quand même, je suis noir, vous êtes noir, on est en Amérique, le pays de l'esclavage, donc ouais, vas-y. Je gratte un petit truc, vite fait comme ça, et ils me disent bon, ben le studio, c'est tel jour. Ok, on t'envoie une voiture. Ok. Moi, la voiture arrive, je monte dedans, on m'amène dans un studio, on me dit bon ben voilà, c'est là. Tac, j'arrive, je vois 2-3 personnes que je connais, Jazzy J, Bambata n'est pas là, hein, et ainsi de suite, mais t'as Jazzy J, et ils me disent bon ben voilà, il faudrait que tu mettes ton texte entre tel moment et tel moment. Je fais bah ok. Ils me disent ben vas-y. Je dis maintenant ouais. Et voilà. Alors je viens, tac, je fais mon truc. Même pas 1 heure après, je suis parti, quoi. Je suis venu, j'avais écrit un petit bout de texte, tac. Je le fais au micro, vite fait comme ça, je leur demande ouais, super. Bon, ouais, voyons. Puis moi, je m'en vais. J'arrive à Paris. Ouais, mec, on t'a entendu dans un truc, c'était un truc de fou et tout, mec. Je dis, mais de quoi tu me parles? Non, mais t'as pas entendu le truc? Mais de quoi tu me parles? Et là, t'as des potes qui arrivent et qui me disent mais écoute ça. Et le premier qui m'a fait ça, c'est Fred Montabor, le clavier de Sydney, qui me dit oh, j'ai entendu ton rap et tout, vraiment super bien et tout. Donc voilà, en fait, ils ont fait le truc, ils l'ont sorti. Moi, j'ai jamais été prévenu. Tu vois, c'est voilà le destin. Et donc à ce moment-là, effectivement, tu es rentré à Paris et tu retournes, tu réintègres Assassin, que tu n'as pas formellement quitté, mais enfin, tu n'étais pas là. Et vous faites un concert mythique à La Cigale et vous signez un EP. Note mon nom sur ta liste. Ouais, bah alors. Et je crois que c'était les premiers Français à faire quelque chose quand même d'assez politique. Alors, en rap, non? On me trompe ou pas? Oui et non. On peut l'interpréter comme ça, puisqu'on a été perçus comme les premiers à vraiment avoir ce genre de positionnement. Mais comme le disaient Lino et Calbo dans Arsenic, qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Donc en clair, il y a toujours un petit aspect, je dirais, politico-social dans le rap, d'une manière ou d'une autre, à un moment. Donc je suis pas certain, mais en tout cas, dans cet aspect très revendicateur et à cette époque, oui. C'est mon camarade de l'époque, Squat, qui a vraiment fait un brûlot, esclave de votre société, qui avait été clippé par M6 pour l'émission d'Olivier Cachin, Rapline. Et donc ça marque un peu l'époque et son temps. Ouais. Voilà. Et après cette expérience-là, vous brûlez quand même un peu les étapes, vous montez votre propre label. Ben oui, mais parce qu'on n'a pas le choix. C'est pas une histoire d'on brûle les étapes. C'est qu'on était tellement en mode grande gueule et on s'entendait tellement pas avec les gens du métier que voilà. Après avoir sorti ce premier maxi, Note mon nom sur ta liste, on a eu quelques petits déboires avec la maison de disques qui nous avait signé, puisqu'il y avait eu des promesses qui avaient été faites contractuelles et ainsi de suite, qui n'ont pas été respectées. Donc nous, on était là, et quand même, on était assez jeunes, à leur dire ouais, bah, si c'est pas ça, nous, il faut que ça se passe comme c'est écrit dans le contrat, quoi. À la fin, on a fini par récupérer notre contrat, et ainsi de suite. Bon, enfin, tout ça ne s'est pas passé aussi simplement que ça. Et ça nous a donné une mauvaise réputation dans le métier. Donc il n'y avait pas moyen qu'on puisse signer un contrat ailleurs et qu'on puisse continuer notre carrière comme on le souhaitait. Donc on n'a pas monté notre société de production parce qu'on était en grand kiff de le faire. C'était parce que c'était ça ou rien du tout.
et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on était ultra têtus, quoi. Je veux dire, le rap français, en fait, ils se rendent pas compte aujourd'hui, mais que pour mettre le rap français là où il est aujourd'hui, on a dû forcer la porte. Personne ne voulait de nous. Personne. Le rap français, la musique française, ils voulaient pas en entendre parler. Donc nous... Ah ben c'était ça, c'est les deux. C'est pas juste, ils voulaient pas le rap, ils voulaient pas le rap et les gens qui le représentaient. Donc effectivement, il y a ce morceau Esclave de votre société sur le premier maxi, et l'autre morceau c'était Note mon nom sur ta liste. Et le troisième morceau c'était Je glisse. Donc je ne serai pas esclave de votre société. Écoute bien, tu vas pas faire ce que tu veux avec moi, donc note bien mon nom sur ta liste, d'accord? Et moi, sur votre tête, je glisse. Et le mec, il nous regardait genre, ah, vous êtes comme ça, vous? Ben ouais, tu vas faire quoi? La réponse, c'était un peu ça, quoi, dans le comportement. Ah non, c'était la guerre. La guerre. Vous voulez pas de nous? Vous voulez nous faire sortir par là? C'est pas grave, on passera par là-bas. Mais non, mais même là-bas, on va mettre un cadenas ou... C'est pas grave, on passera par la cave. La cave aussi, on va la sceller, on passera par le toit. Vous voulez pas de nous? Eh ben, on va dynamiter la maison. Au bout d'un moment, ils disent, bon, peut-être non, si vous voulez rentrer... Je pense que si, mais juste qu'on s'en aperçoit pas. Ah, moi, je pense que si. Et même beaucoup plus fort qu'on le pense. PNL. Quand on pense à PNL, c'est quand même un groupe qui s'autoproduit maintenant, et qui produit un clip à plus d'1 million d'euros. Les doigts dans le nez. Comment? Les doigts dans le nez. Mais c'est même pas les doigts dans le nez, c'est que pour eux, c'est de la rigolade. Mais un clip à 1 million d'euros, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui peuvent se produire eux-mêmes un clip à 1 million d'euros. Mais le vrai sens de cette démarche, c'est quoi? C'est de dire à l'industrie du disque, mais moi, j'ai pas besoin de vous, moi. J'ai plus besoin de vous. Je veux faire un clip sur le haut. Quand ce clip il est sorti là, il y a 1 ou 2 ans, sur le toit de la tour, sur le toit de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Mais moi, j'étais époustouflé et en même temps mort de rire parce que c'était un pied de nez. Donc cette liberté, elle est toujours présente. Et puis bon, maintenant, il y a de plus en plus de gros producteurs de rap français qui en fait avancent en indépendant. Et maintenant, c'est l'industrie qui vient un peu essayer de récupérer les miettes. Ouais, le digital a quand même beaucoup facilité la vie du rap. Bah, on est d'accord. Maintenant, un disque d'or avec les disques d'or, je crois, à 5000 streams ou un truc dans le genre. Moi, je rigole. De nos jours, un disque d'or, c'était 100 000 copies vendues. 100 000. C'est 100 000 personnes qui ont acheté ton disque. Aujourd'hui, on te donne un disque de diamant ou un truc comme ça parce que tu as eu 20, 30 000 streams. 30 000 streams. 30 000 personnes qui ont appuyé sur un bouton, mais ça leur a rien coûté. Donc bon, je dis oui, on joue juste pas dans la même cour. Enfin, en tout cas, vous, ça vous a bien réussi, parce que ce premier album a été disque d'or. Alors, pas oui, tout de suite, non, alors même. l'album qui est venu bien après, mais ce premier maxi, je sais même pas. Non, je parle pas de Notre Moment, je parle de Homicide volontaire. Alors, ça, c'est le deuxième album. Ça, c'est le deuxième. C'est le deuxième, et en plus, c'est l'album où moi j'avais quitté le groupe. Ah, ça y est. Ouais. Oui, parce que quand même, on va le dire gentiment, mais ton alter ego d'un tout petit peu casse-pied. Il faut lire les choses pour ce qu'elles sont. C'est donc à dire que le frère de Vincent Cassel est un casse-couille. Oui. Non, c'est ça, il faut le dire. Non, mais voilà, des chemins se séparent et voilà. Et lui, quand il a continué seul, il a fini par faire un gros disque d'or après mon départ. Voilà. Bon, mais toi donc, du coup, tu rechanges une énième fois de métier et là, tu deviens plutôt producteur, notamment un titre pour NTM, le Popopo du premier album.
Ah non, pas du premier album, du troisième album. Troisième album déjà, Ouais. bon. Mais aussi, tu commences à travailler pour Mathieu Kassovitz et si je ne me trompe pas, tu as fait la totalité de ses bandes originales de films. Bon, alors là, vous êtes mal renseigné, ma petite dame. En donne-moi, vas-y. Euh, Métis, déjà. Avec Assassin, on fait le titre générique du premier film de Mathieu Kassovitz qui s'appelle Métis. Quand il fait son second film, La haine. en fait, c'est une période où c'est l'avènement des compilations. Et en fait, comme lui et moi, on est quand même super potes, je lui fais la suggestion, je lui dis putain, ce serait bien de faire une compilation comme ils font les ricains. Et on a en ligne de mire cette compilation qui s'appelle Judgment Night, je crois, qui est la première compilation de films qui mélange le rap hardcore et le métal. C'est cette première compilation où il y a un mélange et c'est une compilation qui a un succès de ouf. Donc je lui dis, ce serait bien de faire un truc un peu dans le genre, quoi. Et on en discute et on a une amie qui à ce moment-là est à la tête d'une maison de disques qui s'appelle De Label. Et donc j'en parle à cette amie, je lui dis écoute, moi j'ai un pote qui va faire un film et on aimerait bien faire une compile et tout ça. Elle me dit ah bon, mais quel genre de film? Alors je lui explique brièvement, je lui dis mais écoute, le mieux ce serait qu'on le rencontre, tu vois, et que je t'arrange un rendez-vous avec le producteur du film et le réalisateur. Et donc je lui ai ramené Mathieu Kassovitz et Christophe Rossignon, qui est devenu un très grand producteur de cinéma français. Je les ai ramenés à mon ami, Laurence. Je dis, bon, ben, discutez, quoi. Puis une fois qu'ils ont bien discuté, ils me disent, ouais, mais c'est vrai que ce serait une bonne idée. Il dit, mais ce serait vraiment pour faire quoi? Et là, moi, je dis ce que j'ai dans la tête. Je lui dis, écoute, ce serait bien de faire une photo du rap français de maintenant. Mais de maintenant, en 94-95. Et pour moi, c'est un peu un des âges d'or du rap français, quoi. Parce qu'il y avait vraiment des gens super importants pour cette culture. Ayam, La Clica, NTM, les sages poètes de la rue, vraiment. Et donc, elle me dit, ben vas-y, banco. On l'a fait. Et voilà, on a fait cette compile et j'ai pas produit les artistes, mais j'ai géré la direction artistique et la production. Et donc, je l'ai... Et t'as un tout petit peu joué dans le film aussi? Ouais, vite fait, quoi. Ah, t'es dedans. Ouais. Oui, mais à part... T'es Oui, dedans, tu t'appelles Solo, il n'y a pas Non, je d'ambiguïté. m'appelle Santo. Ouais, c'est ça. Et voilà, et c'est comme ça que cette compile a vu le jour et elle a vraiment marqué le game, comme ils disent maintenant. Ça a marqué le game. Yes. Et bizarrement, t'as pas produit que du hip-hop à ce moment-là. Tu t'es aussi mis à faire Non, mais moi, je suis un ouf. Princesse Erika, les Rita Mitsuko. Non, mais bon, au cas où vous n'ayez pas compris, moi, c'est pas je suis touche à tout, c'est que je vois pas pourquoi on se mettrait des barrières ou des œillères ou des. Je rencontre des gens. Si les gens sont intéressés par ce que je peux avoir à proposer, eh ben vas-y. Tu vois, moi c'est l'Erita, c'est la chance. Et quand je dis c'est la chance, c'est que après avoir fait la formule secrète, c'est un des morceaux de la compilation Rapatitude qui leur a parlé. Ils ont été un petit peu touchés par le truc. Les gens de chez Virgin ont fait en sorte que d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, on puisse se rencontrer. Je les ai rencontrés et puis on a commencé à échanger et ainsi de suite. Et avec le temps, ils ont fini par me demander, ils auraient bien aimé que je puisse les produire. Mais moi, je me sentais pas. C'est pas que je me sentais pas, mais j'étais pas aussi sûr de moi que ça. Donc je pensais pas que je pouvais les produire, quoi. C'est quand même des gens
À l'époque, ils avaient déjà fait Marcha Baila, ils avaient des tubes, laisse tomber. Ça veut dire que tu marchais dans la rue avec Catherine Ringer et Fred Chichin, tu faisais pas 10 mètres sans que quelqu'un t'arrête, leur demande un autographe et ainsi de suite. Et moi, je suis le petit qui fait du rap, qui vient d'arriver, et les mecs ils sont là, ouais, tu veux pas me produire? Ben comment te dire? La musique que toi tu fais, moi je sais pas la faire. Et moi la musique que je fais, c'est une musique, je la fais n'importe comment. Enfin, j'osais pas. Mais j'ai fini par faire un track, 2 tracks. Puis à la fin, on en a choisi qu'un, et voilà. Et on avait des propositions, quoi. Le fait d'être là. Et Princesse Erika, c'est la même chose, quoi. C'est un truc qui passe par là. Tu dis pas non. Ouais. Je me dis, bon, attends, vas-y, fais voir, on va essayer. Envoyez-moi les pistes séparées. J'ai écouté. Et à un moment, j'ai émigré à Marseille pour me concentrer vraiment sur le fait de devenir un bon producteur. Et donc, je faisais, je sais pas moi, 1, 2, 3 morceaux par jour. Donc, quand le plan de Princesse Erika arrive, on me dit oui, qu'elle cherche des trucs pour pouvoir faire des remixes et des versions de son morceau. Je fais, bah vas-y, envoyez. Une fois que j'ai reçu les trucs, j'ai écouté ça. Je travaillais avec un gars qui s'appelle Jacques-Laurent Bénèche, qui est premier violon. Parce qu'un des premiers trucs que j'ai compris, c'est que tout seul, j'allais pas aller très loin. Moi, mes notions de musique me permettaient pas de me dire que je vais produire les gens. Mais par contre, j'avais les idées. J'entendais la musique, et je pouvais diriger une session. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis enfermé avec ce gars, je lui soumettais mes idées, et lui, il les mettait en forme. Il avait le langage qui permettait de mettre vraiment mes idées en forme. Et je me suis retrouvé comme ça à faire quelques tracks qui ont marqué le truc du rap français. En produisant Polo. Le morceau, par exemple, que j'ai fait pour NTM, comment j'ai fait ce morceau, à chaque fois que j'y repense, je me dis, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Je m'enferme dans un studio et en même pas 1 heure, 1 heure et demie, je ressors avec un track que moi-même, à chaque fois que je l'écoutais, j'étais là, je me disais, oh, 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 oh. Mais j'étais comme ça, quoi. Je remonte à Paris. Et comme j'étais très pote avec Joey, j'avais plus d'appartement à ce moment-là à Paris, ainsi de suite. Il me dit, ouais, vas-y, viens chez moi. À l'époque où il était avec Béatrice Dalle. J'arrive chez eux, je flippe et tout, je suis là genre, oh, c'est quoi ce truc? Les gens ne savent pas, mais elle est taxidermiste. Donc tu rentres dans une maison, il n'y a que des animaux empaillés et tout. Tu vois, t'es là genre, wow, frère, c'est comment? Tu vois. Et donc, et bien sûr, Joey me demande, bon, alors qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai produit des trucs et tout. Hein. Ah ben, tu sais, nous, on cherche des morceaux pour le prochain album. Hein. Je fais, ah ouais, cool et tout. Ben, si tu veux, je te ferai écouter ce que j'ai fait. Je lui fais écouter des trucs. Et, pas mal, hein, pas mal. Hein. Et puis, une fois que je lui ai tout fait écouter, je lui dis, puis je me suis gardé quelques trucs pour le projet que je vais faire pour moi. Ah, bah vas-y, fais écouter. Je fais, ben, ok. Je lui fais écouter. Il me fait, c'est ça. Il me fait ça. Oh, ça, c'est bon. Il me fait, qu'est-ce que tu vas en faire? Je dis, ben, comme je te l'ai dit, c'est pour le projet que je suis en train de me faire à moi-même, à venir et tout. Ah, ok. Et c'est devenu un running gag. Tu vois, à chaque fois qu'il me voyait, il me disait, non, mais tu sais, le morceau, là. Je fais, mes gars, je t'ai dit. Une fois. Je le revois 2 jours après. Non, mais tu sais, le morceau. Je fais, mais qu'est-ce que tu comprends pas? Que je parle pas français? C'est comment? Puis Joey et moi, c'est quand même assez direct dans la manière qu'on a de se parler. Donc c'était un peu genre, non mais c'est bon, arrête de me saouler. Je t'ai dit, c'est mon morceau, je vais pas te le filer, donc reste tranquille. Ah ouais, ok. Non mais franchement, fais pas le con, Renoir. Tu vois, c'était que ça, quoi. Tout le temps. Jusqu'au moment où finalement je lui fais, bon écoute, ok, je vais te faire une cassette. Et je lui fais une cassette. Je lui donne. Et moi je repars à Marseille. Puis le temps passe.
peut-être 2-3 semaines plus tard. Ouais, au fait, c'est bon, on l'a fait ton morceau là. Faudrait que tu viennes et que tu nous donnes, tu vois, les éléments. Je fais, ah bon? Il me fait, non mais vas-y, viens au studio. Je viens au studio. Et là, je prends mes... Je crois que c'est une des rares fois où c'est un truc qui est produit par quelqu'un d'autre auquel j'arrive et je suis déboussolé. Et jusqu'à aujourd'hui, ce morceau, moi, vraiment, il me hérisse les poils, quoi. Et le truc qui était assez marrant, c'est que, bon, ils enregistrent ce morceau, ils font tout ce qui va avec, et ainsi de suite. Et puis, les années passent, et je lui demande. Je dis, ouais, alors, comment ça s'est passé avec Pop 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 Pop? Non, non, on le kiffe pas trop, en fait. On le joue pas, tu vois. Et dans les... non, mais on l'a enlevé de notre truc de set de concert et tout. Je fais, ah ouais? Je fais, oh, vraiment dommage. Puis c'est pas je me remets en question, mais je me dis, bon, il y a un truc que j'ai dû louper. Le temps passe. Pareil, DJ Mehdi. Mais attends, t'as pas déclaré à la SACEM? Si. Mais tes royalties ne parlent pas pour lui? Alors, entre ce que l'artiste me dit et ce que le morceau rapporte, effectivement, il y a eu une dichotomie, mais ça a pris du temps. Ah oui. Au début, quand je lui ai demandé, peut-être 1 an, qu'ils sont partis en tournée, et que je lui demande ce qu'il pense du morceau, comment est-ce que ça se passe avec le truc, il me fait comme s'ils étaient... et moi, je le crois. Mais par contre, par exemple, je marche dans la rue et je vois une voiture passer et j'entends mon track dans la voiture. Mais quand je te dis j'entends mon track, le mec, il passe, tu vois, c'est... à fond. Et tu sens que le gars, il est chaud. Je fais, ah ouais, lui, il a kiffé, par contre. ça c'est un. Et puis, après, je vois les réactions des différentes personnes et à chaque fois qui viennent me voir et qui me disent ah, je savais pas que c'était toi qui avais produit le morceau. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est un des morceaux cultes. À chaque fois qu'ils le jouent en concert et qu'ils le mettent, à chaque fois, c'est le feu, quoi. Donc voilà, c'est ça. C'est ça, et c'est la fin des années 90. Ça marche pas quand même du tonnerre, hein, ta vie, à droite et à gauche. Bah, il y a des trucs qu'on divulgue pas ou qu'on raconte pas comme ça, mais on va dire que j'ai une vie mouvementée. C'est exact. Il y a aussi ce dont on parle moins, mais qui est quand même... je peux en parler de manière franche et directe. J'ai quand même eu un naturel taciturne, pour ne pas dire dépressif, pendant pas mal de temps. Et je dirais, ce qui n'aidait pas, c'était la consommation de produits. Entre l'alcool, le shit, la beuh, tout ça, et les drogues dures, ben ça n'aide pas. Pas joli résultat. Non, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Déjà, quand la vie est compliquée, qu'en plus tu rajoutes ça n'aide pas. Et vraiment, moi, je suis passé par des étapes et des périodes vraiment très, très difficiles. Voilà. Jusqu'à tout. Comme tu le décrivais tout à l'heure, moi, j'ai vraiment fait en dents de scie, quoi. Ouais. J'ai pas été, je pourrais pas me vanter d'avoir été jusqu'à être millionnaire, mais j'ai quand même gagné beaucoup d'argent. Et j'ai aussi des vaches maigres. C'était même plus des vaches maigres, c'était des vaches où il y a juste la peau et les os, quoi. Et ça, c'est comme tout, de s'en relever. Des fois, on s'en relève pas. Des fois, on en crève. J'en ai connu pas mal qui en ont crevé, quoi, aussi. Ouais, toi, tu as fait un double itinéraire à partir des années 2000. D'abord, tu as essayé encore un nouveau métier. Tu es devenu DJ. Avec les cultissimes soirées toxiques avec un colo, mais avec... Mais j'ai toujours été DJ, sauf que les gens ne le savaient pas. Enfin, c'est devenu ton métier. Oui. C'est pas pareil. Moi, j'ai appris à produire de la musique en faisant le DJ.
ce qui a fait que j'ai appris à me servir d'une boîte à rythme, puis plus tard d'un ordinateur et ainsi de suite, et enregistrer des choses, c'est parce que j'ai commencé par mixer chez moi. Je sais pas si vous avez vu le film Suprême. À un moment dans Suprême, on les voit en fait, ils sont chez moi et on est en train de faire une répétition et puis Joey il arrive et il fait sa grande gueule dans mon salon, genre ouais mais toi tu te la racontes mais tu vas voir je serai meilleur que toi. Bon alors déjà ça dans le film c'est de la fiction. Je vous le dis tout de suite, Joey ou pas Joey qu'il est ou qu'il était, ça serait jamais passé comme ça. S'il avait osé me parler comme ça chez moi, je l'aurais tarté. Il n'y aurait même pas eu de, tu vois, je te dis direct. Et ça, je le redis devant lui, il le sait, il n'y a pas de... Mais par contre, chez moi, il y avait un matelas par terre, une cuisinière, et la cuisinière, pas pour faire la cuisine, pour poser la planche dessus sur laquelle on met les platines. Tu fais pas la cuisine, c'est les platines. Voilà, c'était comme ça chez moi. Et je passais mon temps à mixer de la musique. Mais personne ne le savait. Et je faisais des cassettes. Jusqu'au jour où il y a un ami à nous, on s'est retrouvé un jour sur une plage en Corse avec Joey, comme d'habitude. Parce que Joey, c'était quand même mon alter ego. Hein. On le voit un peu dans le film. Dans le film, en fait, on nous rend rivaux, mais en fait, on était toujours fourrés ensemble, cul et chemise. Et donc un jour, je pars en vacances, et comme il était tout seul à Paris, je vais faire vraiment ma face de... Mais j'ai eu pitié de lui, je lui ai dit, ouais, viens avec moi. Mais dans le fond, vraiment, c'était ça. C'était bon, ah, vas-y, au lieu de te faire chier, vas-y, viens. Et on est parti en Corse. Et en Corse, il y a un ami de ma petite amie de l'époque qui entend les cassettes que je faisais et qui me dit, écoute, moi, j'organise des soirées dans un gros club à Paris qui s'appelle le Palace. Si tu veux, à la rentrée, ce serait bien que tu viennes mixer dans le truc. Le mec, je lui dis, oui, mais il dit ça, mais moi, je le crois pas une seconde. Je me dis, il est là, il parle. Ok, d'accord. Je fais oui. Puis on est rentré à Paris. Puis un mois a passé. Puis le gars, un jour, il téléphone, il fait, bon, alors la soirée, c'est tel jour. Je fais, mais de quoi tu me parles? Mais non, mais je t'ai dit, tu sais, le truc. Donc voilà, je me suis retrouvé à mixer au Palace. Tout ça pour dire que depuis les années, 87, 88, déjà, moi, je mixais. Donc dans les années 2000, au début des années 2000, quand je me retrouve en galère, je suis en chien, je touche même pas le RSA, j'ai rien, hein, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Par où je recommence? Et je me suis dit, le seul truc que j'ai toujours su faire, c'était ça. Et les gens aimaient les cassettes que je faisais. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis remis à faire des cassettes. Mais c'était plus des cassettes, c'était des MD, des mini-disques. Je faisais des mini-disques mixés, et puis je les donnais aux gens. Et un jour, il y a une copine qui m'a dit, ah, c'est mon anniversaire, tu veux pas venir mixer? Je fais, bon, d'accord. Je suis venu mixer à son anniversaire. Et puis il y a quelqu'un qui m'a entendu, qui a dit, mais en fait, tu voudrais pas venir mixer à... Et de fil en aiguille, je dis, bon, mais d'accord, je viens. Bon, 50 francs. Non, pour 200 francs. Et puis après, celui qui vient d'après, je me disais, non, mais 200 francs, c'est pas assez, je peux pas... Et de fil en aiguille, voilà, je faisais comme ça. Non, un repas. Et je me faisais payer comme ça. Et jusqu'au moment où on a un ami commun qui un jour m'a proposé de venir et de mixer avec lui. Quelqu'un que je considère comme mon mentor musical, parce que c'est quelqu'un qui m'a permis de découvrir beaucoup d'univers musical. Et même musicaux. Oui. Ouais. Pardon. Tu vois, c'est pour te dire. Je parle toujours aussi mal la France. Qui m'a permis de découvrir plein d'univers musicaux différents et c'est ce que j'exploitais en fait dans ma manière de mixer. Voilà. Et puis on a fait un jour un truc ensemble. Le monsieur qui a aidé Assassin à monter notre société, ainsi de suite, nous a vus ensemble et nous a dit, si vous voulez, je vous laisse un de mes endroits. C'est quelqu'un qui gérait la Cigale et la Boule Noire, qui est la petite salle qui est à côté de la Cigale à Paris. Et puis on a commencé à faire des soirées qui s'appelaient des soirées toxiques et qui étaient des soirées complètement folles parce que
on mélangeait tous les styles musicaux. Et quand je dis, j'ai pas dit musical, hein, t'as vu là? J'ai noté. Ok. Mais vous ne faisiez pas que mélange, il y avait quand même une barre de pole dance, des filles qui dansaient derrière une grille. Ah ben. On était servi en spectacle aussi. Ah mais le spectacle, ah ouais, là c'était du. High level. Non, c'est pire que high level. Pour moi, c'était comme une soirée new-yorkaise, comme moi je les ai connues dans les années 80. C'est-à-dire que tu rentres dans la discothèque, déjà, tu sais pas trop si c'est une discothèque ou si c'est un bordel ou si c'est... Tu sais pas trop. Parce que les gens que tu vois là, tu les regardes, tu fais « Oh, est-ce que j'ai bien vu ce que je viens de voir ?» Tu vois? Et c'est ça tout le temps. Et on s'est dit, nous, on veut faire une soirée qui soit comme cette atmosphère-là. Donc déjà, on a mélangé les styles musicaux. Et puis après, on a dit, on va créer un décorum autour. Du moins, Olivier a dit, on va créer un décorum. Parce que ça, je peux pas m'en attribuer la paternité tellement le gars est barré, quoi. Ah oui, vous jouiez avec des masques. On ne voyait jamais vos visages. Non, un jour, on s'est déguisé en robot. Bien avant Daft Punk. On s'est déguisé en robot, mais franchement, moi-même aujourd'hui, en y repensant, je suis mort de rire. En carton argenté. On a pris des cartons dans lesquels on a fait des trous. On a passé les bras. Alors, il y avait 2 trous pour les bras et un carton sur la tête pour faire la tête du robot, avec des petites fentes quand même pour voir, parce que pour mixer et voir ce que tu fais avec les disques, c'était... voilà. En fait, fallait pas se prendre au sérieux, quoi. C'était un petit peu la manière qu'on avait de dire à notre public, vous venez dans ce truc-là, on va se lâcher et on va aller super loin, quoi. Et alors, le truc, c'était trop marrant. On avait mis, c'est pas des stripteaseuses, mais des filles un peu comme des entraîneuses. Et à un moment, c'est posé la question de dire quand même, ce serait bien qu'il y ait une forme d'égalité. Tu vois, que ce soit pas juste, on va demander à des filles de venir faire le spectacle parce que elle s'effeuille. Donc, on va faire la même avec les gars. Et ça, moi, je suis... Donc, ok, on va mettre, il y aura une fille, mais il y aura un gars. Et là, pour moi, c'est là où c'est le meilleur. C'est quand tu vois la tête des gens, tu vois que c'est, oh, mais ils sont sérieux, là. Tu vois, voilà. C'était de déstabiliser les gens un peu de cette manière-là. Et aussi de mettre les musiques qui allaient avec cette déstabilisation. Tout le monde s'attend à ce que moi je joue de la funk, du disco ou ce genre de choses-là, mais que je joue moi, du punk, tu vois, les gens sont égarés un peu. C'est oh, le Renoir, il fait quoi? Tu vois, ça. Et moi, ce qui m'a plu, c'était de voir des petits de quartier et ainsi de suite qui viennent dans la soirée, qui me disent hey, ta soirée, Renoir, elle est vraiment, il y a un truc qui est incroyable, c'est que on dirait du Peura, mais techno. Et je l'ai regardé, je fais, tu sais quoi? C'est exactement ça. Parce qu'avec Olivier, on jouait autant de l'électro-funk que du disco, du hip-hop, de la new wave, voilà. Et donc, tu as continué pendant pas mal d'années une carrière de DJ, le festival de Cannes, les 7 salopards, tout un tas de trucs redevenus assez glamour. Mais en parallèle, tu t'es inventé encore un nouveau challenge et tu as décidé de te mettre au jiu-jitsu. Alors, comment c'est venu cette affaire-là? Le jiu-jitsu brésilien. Ça c'est... Alors on va dire que quand j'ai commencé un peu à me remettre droit, puisque j'étais un peu tordu, je suis tombé sur les premiers UFC, l'Ultimate Fighting Championship. Et je regardais à un moment, j'étais un peu boulimique de vidéos d'UFC, et je tombe sur les premiers UFC avec Royce Gracie. Je sais pas si... Non, pas moi. Royce Gracie, c'est un de la famille Gracie. En fait, c'est celui qui a été mis en avant par cette famille pour prouver que leur art martial était le plus redoutable. Et ils ont dit, on va pas vous envoyer le plus fort, on va vous envoyer le plus faible de notre famille.
Et bon, c'est une dynastie, ils sont je sais pas combien, et ils ont envoyé le plus maigre de leur famille pour combattre, pour montrer que leur art martial. Et le gars, il a niqué tout le monde. Mais quand je dis il a niqué tout le monde, ça veut dire que c'est le gars qui était tout fin, qui s'est tapé des Golgoth et qui les a tous matés. Moi, quand j'ai vu ça, je regarde un gars, je fais « Oh, mais c'est comment ? Lui, là, comment il fait ça ?» Et comme j'avais des notions du judo, je comprenais tout ce qui se passait debout, mais ce qui se passait au sol, il y avait un côté où je me disais « Mais c'est fou comment il... » Et puis je me suis dit « Tiens, je vais essayer. » Donc, et j'ai ma petite amie de l'époque qui avait un camarade à elle qui faisait de la capoeira et du jiu-jitsu. Donc j'ai essayé, j'ai fait un cours. Et puis après, le gars en question qui m'avait montré, il m'a dit, écoute, moi j'ai un maître qui est là, et si tu veux, le maître, il peut un Brésilien, et qui était un Brésilien très titré. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé voir le gars. Et le gars, il m'a dit, écoute, pour 10 €, je te donne un cours. Je fais, oh. Je fais, allons-y. Il a pris 2 tapis, mais je te jure vraiment comme ça, quoi. Il a pris 2 tapis, les amis, il a fait, vas-y, viens. Je fais, mais... Il est où le cours ? Comment on... Et il a commencé à me montrer les rudiments. Et puis après, il m'a dit, bon, écoute, je donne des cours à tel endroit, viens. Je suis venu, puis j'ai essayé un petit peu. Et puis le gars pour qui il donnait les cours, il m'a dit, oui, mais tu sais, l'inscription, c'est tant, hein. Ça m'a saoulé. Je me suis dit, je paye déjà le maître, et lui, il veut que je le paye. Donc, je ne l'ai pas très bien pris. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, que j'ai rencontré comme ça, qui m'a dit, écoute, moi, je vais m'entraîner à tel endroit, à Joinville. Et en fait, c'est un des gardes du corps de Kerry James, qui en fait avait monté un club de jiu-jitsu brésilien, dans lequel était Kerry et ainsi de suite, mais moi, je ne le savais pas. Et j'ai commencé à aller m'entraîner avec eux, une fois de temps en temps, puis très très vite, j'ai commencé à y aller tous les jours. Et très très vite, j'ai été pris par la frénésie du truc. Et j'ai commencé à faire de la compétition. Et de fil en aiguille, j'ai plus jamais arrêté. Et tu es très régulièrement, mais vraiment très très régulièrement, champion du monde. Alors... Juste comme ça, en passant. Alors, l'année dernière, pour la première fois, j'ai été champion du monde. Mais sinon, j'ai été 2 fois vice-champion du monde. Et ça fait... je sais pas, j'ai dû être au moins 4 ou 5 fois double champion d'Europe, et ainsi de suite. Alors, je précise, dans ma catégorie d'âge, parce que bon, aujourd'hui, vous me voyez comme ça, j'ai 56 ans. J'ai commencé le jiu-jitsu brésilien à 43 ans. Et je combats depuis, je combats tout le temps. Donc entre 45 et 56 ans, j'ai été 4 fois double champion d'Europe, 2 fois vice-champion du monde et champion du monde l'année dernière. Voilà. C'est pas dégueu. T'as vu? Non mais voilà, en fait c'est comme le hip-hop ou tout ce genre de choses-là, c'est une histoire de passion. C'est une histoire d'être pris par... et moi ce que j'ai appris, c'est que nos problématiques, souvent c'est physique, mental et spirituel. On oublie souvent qu'il y a cet aspect physique. Et cet aspect physique, c'est d'être bien dans mon corps, autant que je souhaite être bien dans ma tête. Et ça, c'est important pour moi. Et donc maintenant, d'avoir une maîtrise, voilà, parce que c'est un certain niveau de maîtrise maintenant. La manière que j'ai de m'entraîner, de combattre et de faire les... Voilà. Et je pense que ça soulage pour beaucoup quand on est sûr de soi ou qu'on a... Ça aide à la confiance. Voilà. Pour moi, et ça aide aussi à se discipliner pour pas retourner faire des conneries. Ah ben,
Après, avec le temps, on finit par comprendre que chaque action a des conséquences. Donc, c'est aussi une histoire de choix. Et les choix, on les fait en âme et conscience. Donc, on pourrait résumer ça à comme on fait son lit, on se couche. Donc, c'est aussi simple que ça. Mais justement, tu ne te couches pas, toi. Tu vas au 211 tous les soirs. Bon, pas tous les soirs, faut se calmer quand même. Ça, c'est l'endroit dont j'ai la direction artistique dans le parc de la Villette. Non, je n'y vais pas tous les jours et je n'y suis pas tous les soirs. Mais par contre, d'avoir une ligne directrice et d'ouvrir le spectre, que ce soit pour moi ou pour un certain public, oui, ça m'importe beaucoup. Et en fait, ce que le Jiu-Jitsu m'apporte par rapport à toutes ces choses-là, c'est que le combat à main nue, comme ça, c'est de l'ordre, quand on arrive à un certain niveau, c'est un jeu d'échecs. C'est un jeu d'échecs humain, il n'y a pas 50 solutions, il y a des combinaisons. Et c'est la manière, comment on va maîtriser ces combinaisons. Et la capacité qu'on va avoir de se remettre en question dans la manière de sortir ces combinaisons. Ce que je veux dire par là, c'est que le jiu-jitsu brésilien, moi, ce qui m'apporte, c'est que dans la réflexion, quand je suis en train de combattre, c'est comme, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les Roloflex, c'est-à-dire les rouleaux dans lesquels vous mettez les numéros de téléphone et les contacts, et quand vous en avez besoin, vous faites tourner jusqu'à ce que vous arriviez à la carte dont vous aviez besoin. Eh ben, le jiu-jitsu brésilien, pour moi, c'est comme un Roloflex. Je fais tourner le truc jusqu'à ce que j'arrive à la carte dont j'ai besoin. Maintenant, à cette carte, comment est-ce que j'y arrive? Est-ce que j'y arrive rapidement ou est-ce que j'ai besoin de le faire tourner 3-4 fois avant de trouver le bon endroit où est la carte? Quand c'est classé par ordre alphabétique, on peut aller lentement et regarder les lettres. Mais quand on en arrive à jouer comme on joue dans un combat, c'est-à-dire comme les Rubik's Cube, quand on voit les jeunes, comment ils manient le Rubik's Cube, il y a un moment, on arrive à un niveau où il connaît les combinaisons de tête. Il a plus besoin de regarder. Il prend le cube, il le regarde et il voit que dans la disposition des cases, il sait ce qu'il a à faire. Eh ben, avec le jiu-jitsu brésilien, c'est la même chose. On peut maîtriser des étranglements, des clés de jambes, des clés de genoux ou des clés de poignet. C'est comment on la sort. Comment on la sort, à quel moment, comment est-ce qu'on est capable de tenir compte des réactions de l'adversaire. Voilà. Et le jiu-jitsu brésilien, au bout d'un moment, c'est vraiment ça, quoi. Il va mettre la main à tel endroit. S'il met la main à tel endroit, je sais que je peux contrer de telle manière et j'ai 3, 4, 5 solutions où je n'en ai qu'une seule. Je suis pris dans une guillotine. Il y a un moment où c'est soit je tape, soit je vais dormir. Et pareil, d'être dans les phases d'entraînement ou montrer aux gens comment endormir quelqu'un, c'est bien. Parce que souvent, les jeunes, ils se disent « Ouais, ça commence à serrer en bagarre de rue. » Ok, mortel. Le gars, tu l'endors. Mais si tu maîtrises pas ton étranglement, tu peux tuer. Et des fois, c'est se retrouver dans des situations où en fait, ça peut avoir des vraies conséquences. Faire un étranglement à quelqu'un, c'est une chose, mais savoir à quel moment est-ce qu'il faut le relâcher pour ne pas tuer la personne, c'est vachement important. Et moi, je l'ai appris comment? Même pas dans des cours de jiu-jitsu. Ma sœur est infirmière. Et elle me dit, ouais, mais je te vois, là, vous pratiquez des trucs, là, vous faites... mais est-ce qu'on t'a dit que... Je dis, mais est-ce qu'on m'a dit quoi? Le gars, il dort. Mais je vous le dis, c'est comme ça que je lui ai répondu, quoi. Et ma sœur, elle m'a dit, mais t'es inconscient. Tu te rends même pas compte qu'au bout de tant de secondes que le cerveau n'est pas irrigué, c'est séquelles irréversibles. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle me dit, on t'a pas appris ça? Je suis allé voir mon sensei et je lui ai dit, mais c'est vrai, quand on fait un étranglement, il faut le relâcher. Il dit, ben oui. Je dis, mais ça, personne nous le dit. Il me dit, ben ça me paraît évident. Ben non. Non, mais sans déconner. On est là, on dit ça, mais on va souvent t'apprendre à faire un truc, mais on va pas te dire les conséquences que ça a.
Et ben tout d'un coup, je me suis dit, bon, ok, maintenant, à chaque fois, je vais demander. Je fais une clé de cheville à quelqu'un et tout, je fais un arrachement des ligaments. Mais moi, je m'en rends pas compte. Eh ben, donc, on t'apprend, tu finis par comprendre que tu es obligé de réfléchir à chaque truc que tu fais. Je fais une clé de genou à quelqu'un, si je la fais dans un sens et que je la fais d'une certaine manière, c'est un arrachement des ligaments d'une certaine manière. Si je le fais dans l'autre sens, c'est d'une autre manière. Voilà. Moi, c'est ça que ça m'a apporté, le jiu-jitsu brésilien. Vraiment, déjà une meilleure connaissance de l'anatomie. Et puis après, arrêter de faire des conneries. Et puis, t'es sûr de toi, quoi. Au bout d'un moment, quand ça part en sucette, tu te dis, bon, ben voilà, lui, il fait 30 ou 40 kilos de plus que moi. C'est pas grave. Je vais gérer. Ne pas paniquer. C'est ce que moi, ça m'a appris, le jiu-jitsu brésilien. Ne pas paniquer. Je me suis retrouvé sous des gars qui faisaient 130 kilos sur moi. Et le gars, il est sur moi, quoi. Il y a même un gars qui pratiquait dans mon club, il pratiquait des étouffements avec son ventre. Ça veut dire, tu vois, mais le truc, ça veut dire qu'il t'attrape, tac, tac, il te met au sol, et une fois qu'il t'a mis au sol et tout, il fait tout pour, tu vois, avancer sur toi, et il met en fait ta tête sur son ventre. Et il te coince, et tu peux plus respirer. Toi, t'es comme ça, t'es pris, t'es en dessous, le gars, et tu peux pas ouvrir la bouche. Ou si tu ouvres la bouche, tu peux l'ouvrir, mais tu peux plus. Donc voilà. Et ça, moi au début, j'étais claustrophobe. Donc t'apprends vite à te maîtriser. Moi, le jiu-jitsu brésilien, voilà, pour moi, c'est ça. C'est ce truc un peu chelou. Mais ça marche bien. Et maintenant, vous avez une foultitude de questions à lui poser. Ben, j'espère que. Mais non, qu'est-ce que t'as cherché? Je voulais savoir à quel moment tu intervenais dans le film La Haine. Oh non. Du coup, si tu peux nous dire à quel moment tu interviens dans le film La Haine, ce serait cool. Ben, le moment où, en fait, après qu'il soit allé au match de boxe, quand il commence à errer dans la ville, en fait, moi, je suis celui qui, dans la voiture, lui propose de fumer un joint. Et puis après, on décide d'aller dans une boîte. Et en fait, quand on arrive devant la boîte, on peut pas rentrer. Et comme je suis quelqu'un un petit peu mon personnage, c'est un personnage un peu taciturne et qui est toujours un petit peu à l'écart des autres. Il fait pas beaucoup de bruit. Mais en vérité, c'est qu'il est sous tension. Et puis c'est le moment où il explose. Voilà, c'est ce moment-là où ils arrivent devant la boîte et puis les mecs les laissent pas rentrer. Ils sont là, ils sont dégoûtés. Et moi, j'ai un pistolet d'alarme et je décide d'aller me venger, quoi, en fait. Ouais, c'est ce moment-là. Et d'ailleurs, à propos de La Haine, on n'en a pas parlé parce que c'était pas le sujet, mais comme ce film est malheureusement toujours autant d'actualité, ou encore plus, Mathieu est en train de travailler à une version comédie musicale. Ouais. Oui. Ouais. De La Haine. Moi, c'est ce qu'il a dit. Hein. Il t'a pas appelé pour faire la musique, donc on n'en est pas encore là. Non, alors ça va pas être moi. Je pense que le directeur musical, ça va être Cut Killer. Ah. Vu comment c'est parti. J'en ai parlé, moi, un peu avec Cut. Comment ? Qu'est-ce que tu dis, Ben ? Il recherche des comédiens. Oui, il recherche des nouveaux comédiens. Oui, parce que ça va être comédie musicale, quoi. Donc, on va pas prendre Saïd pour faire Saïd. Une tragédie musicale, ça se dit ? Une tragédie musicale, ok. Bah, moi, je dis, si je peux dire musicale, on peut bien dire tragédie. Ouais. Ouais, c'est pas fait, hein. Écoute, moi, je dis, tout est possible, hein. Oui. Yeah. Bonjour Solo.
Déjà, merci à vous de nous permettre de rencontrer Solo. J'ai une question pour toi. Juste avant, je voudrais te remettre un cadeau que j'ai ramené. Nice. Wow, oh, ça va loin. Bon, ça va peut-être te rappeler un petit souvenir. Normalement... Ah ouais? Oh, c'est toi! Oh, non mais il est trop bon lui. Merci. Ah mais oui, mais parce qu'on se suit sur Instagram et ainsi de suite et que donc effectivement j'ai déjà eu des échanges avec monsieur. Ah ben fait au crayon noir, ah très fort. Eh non mais là, Alpic, oh, merci beaucoup. Un très beau portrait, il faut dire, pour oui, ceux bien qui sûr. nous écoutent. Si on pourra juste prendre une photo après. Ah bah oui, oui. Ah ça tue. Crayon de bois et fusain. Crayon de bois, fusain. Oh, merci beaucoup. Merci à toi. Ah ça tue, non? Merci beaucoup. Et t'en profites pour poser des questions aussi ou pas? J'ai une question pour lui du coup. Vas-y. Oui. On avait déjà pu parler de ça. Tu avais fait, alors si je dis pas de bêtises, un son, soit pour NTM, mais qui n'apparaît pas dans la... Ah oui, bah oui. Mais les gens veulent savoir. Bon, allez. Est-ce que tu peux raconter un peu soit les circonstances de ce son ou dire ce qu'il en est? Ah ben je vais raconter l'histoire de ce son. Malheureusement, j'ai pas remis la main dessus, mais je vais remettre la main dessus à un moment ou à un autre. C'est un son en fait que j'avais produit avec le jeune homme dont je vous parlais là quand j'étais à Marseille, qui normalement aurait dû être un son sur lequel on aurait posé NTM et moi au moment de la compile de la haine. Et malheureusement, à ce moment-là, c'est un des moments où j'étais un peu torturé et on n'est pas allé au bout. On s'est retrouvés, on était en studio, vraiment, tout était réuni pour que vraiment ça se passe. Ils avaient commencé à poser leur partie, les deux, Joey et Shen, et moi, j'ai été incapable de poser la mienne, de poser ma partie. Ça a été un des moments dans ma vie où, à chaque fois que j'arrivais en studio, émotionnellement, j'arrivais pas à gérer le truc. Et quand je dis j'arrivais pas à gérer, vraiment, j'arrivais pas à gérer, quoi. J'étais capable de freestyler. Par exemple, moi, à un moment, j'ai beaucoup improvisé. J'étais dans l'improvisation. Et en improvisation, je vais pas vous mentir, j'ai mis pas mal de mecs à mal au micro. Ça veut dire que j'arrivais dans un endroit, je prenais le micro avec le gars avec qui j'étais à l'époque, avec Polo, et dès qu'on se mettait à rapper, c'était compliqué de tenir la route. Il y avait peu de gars qui vraiment tenaient la route et ainsi de suite. Mais malheureusement, il y avait un revers, c'était qu'il y avait des moments, j'étais incapable d'aligner 3 mots, 3 phrases, et va savoir pourquoi. Je ne saurais pas vous dire. Mais moi, je pense que émotionnellement, j'étais trop à l'ouest. Et malheureusement, c'est ça qui a fait qu'on n'est pas allé au bout de ce morceau. Mais clairement, c'est sûr que si on était allé au bout, ce morceau, ça aurait été quelque chose de culte. Parce que je m'étais beaucoup inspiré du morceau Natural Born Killers de Ice Cube et Dr. Dre. C'est quelque chose qui était vraiment dans cette veine-là où je m'étais vraiment inspiré, on va dire, de ce qu'on appelle horrorcore. Les trucs un peu des films d'horreur et des trucs, des ambiances de films d'horreur. Ambiance de films d'horreur sous tension. Au début, c'est une émeute. Voilà, c'était ça. Mais je vais remettre la main dessus à un moment ou à un autre. Ah bon, on attend. Je sais pas s'il y en a qui ont des questions. Papis. C'est une question un peu plus... Attendez. Parce que vous avez parlé de... Vous avez dit que vous avez été dans la danse, tout ça, c'était dans les années 80. Et je voulais savoir si vous aviez entendu parler d'un club de danse, enfin de clubs de danse en France.
et particulièrement un qui s'appelait New Dance Street. Je veux juste savoir par curiosité. Dance Street? Non, New Dance Street. New Si ça vous Dance disait quelque Street. chose. Oui, c'est ça. C'était un club? Un club de danse qui avait pris de l'ampleur à Roubaix dans les années 80-90. Ah, c'était à Roubaix? Ouais, c'était à Roubaix. Ah. Non. Ça me dit rien, non. D'accord. Ah, c'est par curiosité. Par curiosité, juste. Parce qu'en Non. ce moment, ça m'intéresse de savoir des choses sur Roubaix, tout ça. Et... Non. Oh, tu me diras. Non, c'est tout, moi, j'avais pas d'autres questions. Quelqu'un d'autre? Mathias? Je suis arrivé un peu en retard. Du coup, vous parliez de l'indépendance et de PNL quand je suis arrivé. Et du coup, moi, je voulais savoir si, avec Assassin, vous étiez en indépendant ou vous avez signé? Alors, c'était indépendant. On avait signé une licence. On était signé en licence sur un label qui distribuait ce qu'on produisait. Mais on était indépendant. Ok, merci. J'ai quand même une autre question. En fait. Ouais, vas-y, vas-y. Du coup, est-ce qu'on peut dire que tu as eu un déclin dans la musique? Est-ce que tu as lâché volontairement ou c'est le manque d'inspiration que tu parlais qui a fait que tu as arrêté la musique? Je dirais que c'est un peu des deux. C'est un peu des deux. C'est difficile de parler de déclin, mais en même temps, je trouve que tu utilises un mot qui permet de lever un certain genre de déni. C'est que il y a un moment où on peut surfer la vague, et donc on est actif, et puis un moment où la vague elle est passée et t'es plus dans cette activité. Moi, aujourd'hui, je peux reconnaître que à la fin des années 90, ça y est, j'étais plus sur la vague. Donc, et c'est au-delà du manque d'inspiration, c'est plutôt un manque de capacité à mettre les choses en forme. Je pense que la dope, c'est un résultat. Tout ce qui amène à la consommation de produits, la drogue et ainsi de suite, c'est un résultat d'un mal-être. Mais je vais pas mettre mon manque d'inspiration ou mon incapacité à produire sur la drogue. C'est pas la drogue. C'est le fait que je sois pas bien dans ma peau qui m'amène à me droguer et qui amène au fait que je suis plus productif. Mais c'est parce que je suis pas bien dans ma peau, quoi. Avant toute chose. Est-ce que l'industrie, elle favorise ça chez les artistes un peu, qui sont dans un mal-être et continuent de les pousser là-dedans? Alors, je crois que l'industrie, elle exploite tout ce qui fait que ça marche pour elle. Alors, si le fait que tu sois en mode déprimé, dans le déclin et tout, ça permet de vendre des disques, elle l'exploite. Si après, toi, t'es pas bien et que ça leur permet pas de pouvoir exploiter tes créations, elle te jette. C'est aussi simple que ça. Quand tu vois Robert Smith, tu vois, de Cure, le gars, c'est une exploitation de son mal-être, mais à un level, tu peux pas faire plus haut, quoi. Le mec, c'est un corbac. Bon, un corbeau. Tu vois? Mais c'est ça qui fait qu'il marche. Et on exploite son spleen. Mais, alors, on peut pas dire on, parce que c'est quelqu'un qui est quand même tellement au contrôle de sa création que personne ne l'exploite. C'est lui qui comprend ce que son spleen peut inspirer aux autres et qui donc le met en avant et accepte de le partager. C'est plus une histoire d'exploitation. Et là, c'est plus l'industrie qui... Mais je sais pas si j'ai répondu clairement à ta question, si tu as compris, mais...
Ok. Est-ce que c'est pas le tourment qui mène à la créativité? Parce que quand on regarde des artistes, je pense à Francis Bacon, je veux dire, les grands, ils ont toujours eu des tourments, Van Gogh ou d'autres artistes dans la musique. En fait, à un moment donné, ou dans l'écriture, on voit des Bukowski ou des mecs qui sont tellement tourmentés, c'est ça leur force en fait. Et c'est ça qui mène à un niveau de créativité qui sont hors sol un peu parce que. Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est pas le cas. C'est pas ma vision que j'ai des choses. Tout peut amener à cette hyper créativité et ainsi de suite. Mais la légende de l'artiste tourmenté, ça permet effectivement d'exploiter ce filon-là. Mais moi, je vois des artistes, il y en a, ils se tapent le cul par terre, ils sont morts de rire H24 et ils vivent leur vie avec une totale insouciance. Et c'est ça qui justement permet d'exploiter au maximum leur créativité. Je pense que ça marche des deux côtés. Je suis pas certain que la légende de l'artiste torturé, tourmenté, vaille à tous les niveaux. Si, peut-être. L'hypersensibilité, effectivement. Ouais, mais l'hypersensibilité et le fait d'exploiter l'aspect maudit, c'est pas la même chose. Ah ouais, je suis d'accord. Voilà. Parce qu'on parle beaucoup de l'artiste maudit. Hein. Ce nom assassin, j'ai pas posé. Parce que ça déchire et que à l'époque, dans les années 80, pour dire qu'un truc était mortel, c'est ouah, ça tue. Ça tue. Bah, moi, j'ai pas cherché. Et quand j'ai trouvé ce nom, bon, je vais le raconter dans mon livre. Ça, j'étais avec Joey. On marchait dans la rue et à un moment, je lui fais ouah, mec, ça y est, je sais comment on va s'appeler. Et Joey, qui est un chambreur fini. Il m'a regardé, il m'a fait « Ah ouais ?» Et j'ai fait « Ouais, assassin !» Et il m'a regardé, il m'a fait « Oh, pauvre mec !» C'est vraiment genre « Oh !» Mais je te jure, c'était ça. En sortant de chez Laurence, un jour, on est là, on marche rue Amelot et je fais « Mec, je sais comment on va s'appeler. » Ah ouais? Tu vois, tu imagines bien en plus Joey, tu vois, qui est là, qui te regarde genre « Ah ouais? Hein? Ah, vas-y. Monsieur, je donne des surnoms à tout le monde. » Donc rien à voir avec le pied de nez au politique. Comment? Rien à voir avec un pied de nez au politique. Ah non, pas du tout. Non, c'était plutôt genre, on tue, quoi. Nous, ce qu'on fait, ça tue. Donc, assassin. J'ai toujours cru que c'était une manière de dire on est là, on existe et... Oui, aussi. Ce mot, il englobe vraiment beaucoup de choses. Après, quand on en connaît en plus l'étymologie ou la définition qui va... Parce que c'était des guerriers, Yachachin, c'était les guerriers qui, en fait, fumaient du hashish et ainsi de suite avant de partir en guerre. Et c'était donc les guerriers Yachachin qui fumaient le hashish. Et de Yachachin, assassin. C'est devenu, voilà, le mot. Donc moi, au début, je dis assassin parce que ça tue. Puis après, je vais regarder, qu'est-ce que ça veut dire assassin? Et de fil en aiguille, ah ben ça vient des guerriers turcs, tatati, et je fais, ouais, ben c'est parfait pour nous, ça. C'est ça? Est-ce qu'il y a une toute dernière question avant qu'on file? Ou est-ce que vous avez fait le tour? Tu veux? Du coup, tu parlais tout à l'heure, je restais sur la musique, hein, sur le streaming. Juste qu'est-ce que tu en penses du coup? Parce que tu avais l'air d'avoir un peu le seum sur le streaming. Ah non, c'est pas juste que j'ai le seum, mais c'est que c'est quelque chose qui peut... Premièrement, c'est très vite falsifiable. Premièrement. Ensuite, c'est nivelé, selon moi, encore une fois, mais c'est niveler la chose vers le bas, puisque
on est sur quelque chose de dématérialisé. Faire le compte. Après, je me rends compte que je peux avoir un discours de vieux con quand je dis ça, parce que c'est aller un petit peu à l'encontre du développement technologique des choses. Mais pour moi, mettre au même niveau 5000 clics ou 10 000 clics et 100 000 copies, je comprends pas trop. Après, si on m'explique et qu'on me donne je peux l'entendre. Mais quand on parlait d'un disque d'or, on parlait de 100 000. 100 000. C'est beaucoup, 100 000. Hein, 100 000 copies vendues. Pas données, pas... Ouais. Donc, et les streams, c'est dématérialisé. On te dit, mais dans le fond, comment tu vérifies que... Qui a cliqué? Qui a cliqué? Un robot ou vraiment quelqu'un? Et quelqu'un qui a écouté ou quelqu'un qui a écouté 5 secondes du morceau? Mais justement, qu'est-ce que tu pourrais proposer pour éviter que les artistes aillent acheter des streams en Chine? Ah, tu vois, t'as dit le mot. T'as dit le mot. Tu l'as dit. Acheter des streams en Chine. Bah oui, parce qu'en vrai, c'est pas nouveau. On sait que les artistes, ils achètent leurs streams. Mais camarade, alors, tu sais, on faisait exactement la même chose avec le physique. Hein. Vous achetez vous-même vos CD en quarantaine de fois, cinquantaine de fois. Non, mais même pas ça. Les mecs, ils rachètent le stock. Ouais. De quoi tu parles? Master P. T'as entendu parler de Master P? Non. Bah alors, Master P, c'est les gars qui, juste à la fin des années 90 et au début des années 2000, c'est un joueur de basket qui s'est lancé dans le Peura et qui, d'un coup, est devenu un des plus gros vendeurs aux États-Unis. Mais aux États-Unis, ils sont 300 millions, quoi. Donc, quand tu deviens un gros vendeur dans un pays où tu as 300 millions d'habitants, imagine ce que ça veut dire. Donc, le gars, lui, il n'y avait pas de stream à l'époque. Et c'était genre disque de diamant, disque... Aux États-Unis, des trucs comme ça, c'est 3 millions de copies vendues. Ou, tu vois, comment est-ce qu'il faisait? Ben, le gars, il disait, on va fabriquer 2 millions de disques et on va les distribuer. Mais on les distribue à qui? Pas à nous-mêmes. Les mecs, ils fabriquaient les trucs, ils les envoyaient dans des trucs de distribution et ils faisaient racheter le stock par... Après, il peut le laisser dans un hangar, mais en tout cas, pour le côté commerce, eh ben, ils avaient vendu tant. Et les mecs, ils ont fait comme ça, ils ont niqué le système de compte des trucs et les mecs sont devenus millionnaires comme ça. Ouais, donc en fait, c'est pas nouveau, que ce soit du streaming ou pas physique, c'est pareil. Okay. C'est pas nouveau, mais ce qui est de nouveau, c'est qu'on doit partir tout de suite. Merci beaucoup. Alors, il n'y avait pas beaucoup, ça marche pas. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais en tout cas, merci. Mais merci à vous. On pourrait t'écouter des heures. Ah mais je suis un grand bavard, on va dire. Donc, merci. Et le plus important, c'est pas qu'il y ait du monde, c'est que... un cadeau et un privilège, donc c'était bien qu'on soit pas beaucoup parce que comme ça, on a bien profité.